Maman a fait venir un serrurier. Ta sœur a davantage besoin de ce domaine, a lancé papa. Nous nous sommes portés co-signataires. J'ai simplement souri alors que le shérif s'avançait. Monsieur, vous n'avez signé qu'un registre des visiteurs dans le hall. C'était un samedi matin, à 8 heures précise. L'air extérieur était encore frais, empreint de ce calme, de ce froid intact qui n'existe qu'avant que le reste du monde ne se réveille et que le bruit de la ville ne commence. Je me tenais dans le grand foyer de ma maison, vêtu de mon pyjama en flanelle confortable et surdimensionné, tenant une tasse chaude de café noir non sucré. Pendant les 4 derniers jours, j'avais à peine dormi. J'avais travaillé jusqu'à 2 heures du matin la veille pour finaliser un rapport trimestriel de conformité des contrats, massif et hautement sensible, pour la Société médicale internationale pour laquelle je travaille. En tant que directrice principale de la conformité des contrats, toute ma vie professionnelle tourne autour de la recherche de failles microscopiques, de l'exposition de clauses frauduleuses cachées dans des centaines de pages de jargon juridique. Et de la protection de millions de dollars d'actifs d'entreprises contre le détournement par de mauvais acteurs. Mon cerveau est fondamentalement câblé pour rechercher les anomalies. Je suis payé, littéralement, pour ne jamais baisser ma garde, ne faire confiance à absolument personne, et vérifier chaque affirmation avec des documents tangibles et indéniables. Ainsi, après une semaine de travail harassante de 60 heures, remplie de négociations intenses et de batailles juridiques, tout ce que je voulais, c'était un week-end de silence absolu et ininterrompu dans le sanctuaire que je m'étais construit. Au lieu de cela, les coups agressifs, rythmés et incroyablement violents sur ma lourde porte d'entrée en chêne ont complètement brisé la paix de ma matinée. Ce n'était pas un coup poli. Ce n'était pas le tapotement hésitant d'un livreur déposant un colis. C'était le genre de coup lourd et exigeant qui attendait une soumission et un accès immédiat. Je n'ai même pas eu le temps de poser mon café et de vérifier le flux de la caméra de sécurité haute définition sur mon téléphone avant d'ouvrir la lourde porte, m'attendant à trouver un voisin profondément confus en situation d'urgence. Ce que j'ai trouvé à la place ressemblait à une hallucination bizarre provoquée par une grave privation de sommeil. Ma mère, Victoria, se tenait sur mon porche. Elle portait son pull en cachemire beige incroyablement cher, sa signature, ses cheveux parfaitement bruchés et coiffés comme si elle se rendait à un déjeuner dans un country club. Plutôt que de se tenir sur mon porche à l'aube, elle regardait la façade de ma maison avec les yeux critiques, avide et calculateur d'un agent immobilier sur le point de revendre une propriété saisie. Juste derrière elle se tenait mon père, Arthur. Il portait sa tenue de golf impeccable et bien repassée, les bras croisés fermement sur sa large poitrine, l'air intensément agacé que cette petite course matinale empiète sur sa précieuse heure du thé. Et légèrement à côté d'eux se tenait un homme tenant un lourd sac à outils en toile, portant une chemise de travail délavée avec le logo d'une entreprise de serrurerie locale cousu sur la poitrine. Plus bas dans ma longue allée élégamment pavée, juste devant mes grilles en fer fermé, se trouvait un énorme camion de déménagement blanc. Son lourd moteur diesel tournait bruyamment au ralenti, crachant de petits nuages de fumée sombre dans l'air frais du matin. Une équipe de 3 grands hommes s'appuyait contre le côté du camion, fumant des cigarettes et attendant un signal. Mon cerveau, entraîné à analyser instantanément des données chaotiques et à évaluer les risques, essayait de traiter l'absurdité pure et simple de la scène qui se déroulait sur ma propriété. J'ai resserré ma prise autour de ma tasse de café chaude, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts froids. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, gardant ma voix entièrement neutre, dépourvue de tout accueil, chaleur ou surprise. Ma mère n'a même pas offert une salutation polie de base. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a juste fait un pas audacieux en avant, envahissant complètement mon espace personnel, et a tenté de me bousculer pour entrer dans le foyer comme si elle était la propriétaire des lieux et que j'étais simplement l'employé engagé pour lui ouvrir la porte. J'ai immédiatement déplacé mon poids, plantant fermement mon épaule contre le cadre de la porte, bloquant son passage de manière physique et inébranlable. « Fais tes valises, Maya, dit-elle d'un ton léger, offrant un sourire dégoulinant d'une douceur artificielle et sucrée qui n'atteignait pas ses yeux froids. Tu dois être parti d'ici à midi. Je l'ai regardé fixement, clignant lentement des yeux, laissant le silence s'étirer un instant pour souligner sa folie. Pardon. Ta sœur Chloé et Trevor se marient dans 2 mois, a poursuivi ma mère, son ton impliquant que c'était la conversation la plus naturelle, logique et universellement comprise du monde. Ils ont besoin d'un domaine convenable et sophistiqué pour commencer leur nouvelle vie ensemble et pour recevoir leurs amis et collègues. Tu n'es qu'une seule personne, Maya. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de 5 chambres, d'une cuisine de chef et d'un acrantier de terrain paysager.
C'est incroyablement égoïste et totalement déraisonnable de ta part de monopoliser tout ce bel espace alors que ta sœur a tant de mal à trouver un lieu agréable pour sa réception de mariage. Alors, ton père et moi lui offrons ce domaine. Les déménageurs sont là pour emballer tes affaires. Tu peux trouver un petit appartement pratique et agréable en centre-ville d'ici lundi. Je suis resté complètement ferme dans l'embrasure de la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Des décennies à gérer ce type de terrorisme émotionnel avaient brûlé toute la panique et l'hystérie de mon système. Quand on travaille dans la gestion des risques, on ne fait pas de crise de colère quand on repère un fraudeur. On verrouille simplement les comptes. J'ai regardé le serrurier nerveux qui se balançait inconfortablement d'un pied sur l'autre, puis je suis revenu au visage parfaitement poudré de ma mère. Je suis désolé. Êtes-vous complètement folle? Ai-je demandé, ma voix restant dangereusement calme, basse et incroyablement stable. Vous avez fait venir un serrurier et une équipe de déménagement à ma maison à 8h du matin pour m'expulser illégalement de la maison de 1 200 000 $ que j'ai achetée avec un acompte en espèces de 250 000 $, une maison qui est uniquement et exclusivement à mon nom. Mon père a laissé échapper un ricanement fort et moqueur. Il a décroisé les bras et a bombé le torse, s'avançant agressivement vers moi. Il avait toujours utilisé sa grande taille pour intimider les gens, une tactique de harcèlement pathétique qui me terrifiait et me soumettait quand j'étais adolescente, mais qui maintenant semblait simplement désespérée et triste. Ne sois pas si dramatique et irrespectueuse, Maya, a lancé Arthur, son visage virant à une teinte rouge sombre et dangereuse. Nous sommes une famille. La richesse familiale appartient à la famille. Nous partageons tout ce que nous avons. Tu as vécu ici comme une reine absolue pendant 3 ans pendant que ta pauvre sœur peine à joindre les deux bouts. Il est temps de laisser Chloé avoir son tour. C'est nous qui t'avons élevé. Nous avons fait de toi ce que tu es et tu nous dois tout. Nous prenons les décisions concernant les actifs familiaux. Il a détourné son attention de moi, ignorant complètement mon existence, et a fait un large geste vers l'homme au sac à outils. Allez-y, Grady. Ignorez-la. Commencez par cette porte d'entrée. Percez le pen dormant, puis allez à l'arrière et faites les portes-fenêtres. Les déménageurs nous facturent à l'heure. Grady, le serrurier, s'avança avec hésitation, ses yeux passant frénétiquement de moi, la propriétaire calme en pyjama avec une tasse de café, à mes parents agressifs et bien habillés. Il avait l'air incroyablement mal à l'aise. Son instinct professionnel l'avertissait clairement qu'il s'engageait directement dans une responsabilité légale massive. « Madame, dit Grady, s'adressant à ma mère en s'éclaircissant nerveusement la gorge. J'ai vraiment besoin de voir une preuve de propriété officielle avant de commencer à percer des peines dormant de qualité commerciale à haute sécurité sur une propriété de luxe. Cela ne me semble pas correct. Je peux perdre ma licence pour une expulsion illégale. » Ma mère a agité sa main manucurée en l'air avec dédain, agissant comme si les lois de l'État n'étaient qu'un inconvénient mineur pour les personnes de son rang social élevé. « Je suis sa mère, a déclaré Victoria, levant le menton avec une arrogance absolue et non méritée. Nous avons co-signé les documents de l'hypothèque pour elle. Elle n'aurait jamais pu s'offrir cet endroit seul. Nous avons tout à fait le droit légal d'autoriser ce travail. J'ai la preuve ici même dans mon sac à main. » Elle a fouillé frénétiquement dans son sac de créateur et a sorti de manière spectaculaire un morceau de papier froissé, le poussant agressivement vers la poitrine de Grady. De là où je me tenais, mes yeux d'auditrice entraînée ont immédiatement reconnu le document. C'était une page photocopiée d'une brochure de bienvenue d'une société de titre local. Ce n'était pas un acte de propriété légale. Ce n'était pas un contrat juridiquement contraignant. Ce n'était pas un accord hypothécaire. Il comportait littéralement une carte imprimée pour se rendre au siège social de la société de titre et une liste à puce de leurs heures d'ouverture et de leur numéro de contact. Grady a regardé la carte, puis a levé les yeux vers ma mère comme si elle avait complètement perdu le sens de la réalité. « Madame, c'est une carte, dit-il, sa voix empreinte d'une confusion pure et non filtrée. Cela ne prouve pas que vous possédez la maison. Ce sont des indications pour se rendre à un bureau. » Avant que mon père ne puisse recommencer à crier sur le serrurier et faire dégénérer la situation en violence physique, j'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon café. J'ai regardé Grady droit dans les yeux, projetant tout le poids de mon autorité d'entreprise. « Ne pensez même pas à toucher à ma porte, ai-je dit doucement, articulant chaque syllabe avec une précision acérée. Si vous approchez une perceuse de cette serrure, je n'appellerai pas seulement la police.
Je poursuivrai personnellement votre entreprise en justice jusqu'à la faillite pour tentative de destruction de propriété, violation de domicile et participation à une expulsion illégale. J'ai 4 caméras haute définition qui vous enregistrent en ce moment même. Mon nom est le seul nom sur l'acte de propriété de ce bien. Grady a immédiatement reculé d'un grand pas précipité, posant son sac à outils sur le porche en béton. Il a levé les mains en signe de reddition. La tension dans l'air était si épaisse qu'on pouvait s'étouffer. Mon père semblait prêt à défoncer la porte à main nue, la mâchoire si serrée que je pouvais voir les muscles saillir. Mais alors que je regardais mes parents s'effondrer complètement devant des étrangers, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti un sentiment de finalité froid et calculé. Comment en étions-nous arrivés au point où mes propres parents se sentaient parfaitement en droit de voler un domaine d'1 million de dollars à leur fille aînée? Pour comprendre cette illusion absolument stupéfiante, il faut se pencher sur la comptabilité financière et émotionnelle de ma vie. Il faut ouvrir le grand livre. Si vous regardiez ma famille de l'extérieur, à travers le prisme soigneusement entretenu des barbecues de quartier et des cartes de vœux de fin d'année, vous penseriez que nous étions l'image parfaite de la perfection de la classe moyenne supérieure de banlieue. Mon père était un cadre dans une entreprise de logistique, amateur de golf. Ma mère organisait des déjeuners de charité et des réunions de clubs de jardinage. Et notre pelouse verte parfaitement entretenue faisait l'envie du cul-de-sac. Mais à l'intérieur de ces murs fraîchement peints et immaculés, la réalité était profondément toxique. Je n'étais pas traité comme une fille. J'étais traité comme un service domestique, un appareil qui existait uniquement pour faciliter le bon fonctionnement de la famille sans nécessité d'entretien. Dans la psychologie des familles dysfonctionnelles, il existe un terme spécifique et déchirant appelé l'enfant de verre. Il fait référence à un frère ou une sœur qui est en parfaite santé, très capable, indépendant et nécessitant peu d'entretien. Et précisément à cause de ces traits positifs, ils deviennent complètement invisibles pour leurs parents. Les parents consacrent chaque once de leurs ressources émotionnelles, financières et psychologiques à l'enfant plus fragile, plus exigeant ou plus problématique, laissant celui qui est capable s'élever pratiquement tout seul. J'étais l'enfant de verre par excellence. J'étais la fille aînée, la responsable, celle qui a appris très tôt à ne jamais demander d'aide pour les devoirs, à ne jamais demander de nouveaux vêtements et à ne jamais demander de soutien émotionnel parce que je savais déjà que la réponse serait un non retentissant et irrité. Ma sœur cadette, Chloé, en revanche, était l'enfant en or. Elle a 26 ans maintenant, est indéniablement belle, très charismatique et fondamentalement allergique au travail acharné, à la responsabilité personnelle ou au mot au nom. Mes parents la traitaient comme si elle était faite de verre filé qui se briserait à la moindre brise d'adversité. Elle avait une âme délicate et créative qui devait être farouchement protégée des réalités dures et exigeantes du monde adulte. La représentation visuelle la plus claire et la plus douloureuse de mon absence de valeur à leurs yeux était le grand escalier de la maison de mes parents. Si vous franchissiez leur porte d'entrée sur mesure, vous verriez immédiatement un immense mur incurvé entièrement recouvert de photographies magnifiquement encadrées et coûteusement passe-partoutées. C'était un monument à leur parentalité, un sanctuaire à leur héritage. Un soir, il y a quelques années, alors que j'étais à la maison pour un dîner de fête profondément tendu, attendant que tout le monde finisse de se préparer, je me suis retrouvé seul dans le couloir. Mon esprit analytique a pris le dessus, et je suis resté là à inspecter le mur de photos. J'ai méticuleusement compté chaque cadre. Il y avait exactement 52 photos de Chloé. Il y avait Chloé en bébé radieux et souriant. Chloé à sa soirée de collège portant une robe de créateur sur mesure. Chloé posant de manière spectaculaire lors de diverses vacances familiales coûteuses en Europe et dans les Caraïbes. Chloé tenant le panneau d'inauguration de sa boutique d'esthétique éphémère qui a fait faillite en quelques mois. Il y avait 14 photos de mon frère aîné, David. David était le pacificateur silencieux de la famille, un homme absolument terrifié à l'idée de faire des vagues et d'attirer la colère de nos parents. Alors, il se contentait de suivre ce qu'il disait. Et puis, il y avait moi. Sur un immense mur affichant près de 70 photographies de notre soi-disant famille aimante, j'avais exactement 2 photos. L'une était une photo de groupe bondé d'un voyage en famille à Hawaï que j'avais en fait payé de ma propre poche. Et l'autre était ma photo de remise de diplôme universitaire. Même sur cette photo de remise de diplôme incroyablement importante, le seul jour qui était censé être consacré à ma réussite académique, j'étais au dernier rang, à moitié caché derrière la large épaule de mon père, et mes yeux étaient fermés. Ils avaient choisi la pire photo possible à imprimer et à encadrer. Ils n'affichaient pas mes réussites parce que mes réussites n'étaient pas destinées à être célébrées.
Elles étaient destinées à être utilisées. Je n'étais rien de plus qu'un filet de sécurité financier, un plan de secours intégré, un guichet automatique silencieux et docile auquel il pouvait confortablement retirer de l'argent chaque fois que l'enfant en or rencontrait inévitablement des problèmes. Et la saignée financière incessante a commencé au moment même où je suis devenu une adulte légale. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé sans relâche, presque obsessionnellement, pour sortir de cette maison. J'ai étudié tard dans la nuit, maintenant une moyenne parfaite. J'ai rejoint toutes les activités parascolaires qui ne nécessitaient pas de frais d'inscription et j'ai postulé dans les universités les plus rigoureuses et de premier plan du pays. Lorsque la grosse enveloppe épaisse est arrivée par la poste m'offrant l'admission dans un programme de finance et de conformité d'entreprise très compétitif, j'étais absolument extatique. Pendant un bref, stupide et naïf moment, j'ai pensé que j'avais enfin fait quelque chose qui méritait leurs éloges. J'ai pensé qu'ils me regarderaient enfin avec fierté. J'ai dévalé les escaliers jusqu'à l'immense cuisine de chef, agitant la lettre d'acceptation officielle en l'air, un immense sourire sincère étirant mon visage. Mon père a à peine levé les yeux de sa tablette. Il a lentement pris la lettre de ma main, a parcouru les frais de scolarité estimés imprimés sur la 2e page, et a immédiatement secoué la tête, faisant glisser le coûteux papier parcheminé sur l'îlot de marbre. « Nous ne pouvons pas nous le permettre, Maya, » a dit Arthur, sa voix entièrement neutre et dédaigneuse. Pas la moindre trace de regret dans son ton. Nous devons économiser nos fonds universitaires liquides pour l'avenir de Chloé. Elle a une disposition artistique très sensible. Elle ne peut pas gérer le stress immense et écrasant des prêts étudiants ou d'un sale petit boulot au salaire minimum tout en étudiant comme toi. Tu es forte. Tu es remarquablement résiliente. Tu te débrouilleras toute seule. Tu t'en sors toujours. Alors, je me suis débrouillé. Je n'avais pas d'autre choix. Pendant que mes camarades à l'université assistaient à des fêtes de fraternité, rejoignaient des sororités et étudiaient à l'étranger à Paris et à Rome, je vivais dans un état constant et angoissant de survie financière. J'ai contracté des prêts étudiants fédéraux et privés terrifiants et massifs à des taux d'intérêt élevés. J'ai occupé 3 emplois distincts et épuisants pour me maintenir à flot. Je servais des tables dans un restaurant bondé et graisseux jusqu'à minuit, me faisant crier dessus par des clients en colère et arrogants pour des frites froides et des sodas resservis. Je retournais dans ma chambre de dortoir exiguë et bruyante, dormais exactement 4 heures, et me réveillais à 5 heures du matin pour laver les sols sans fin et récurer les toilettes de l'immense bibliothèque du campus avant même le début de mes cours du matin. Le week-end, je donnais des cours particuliers de calcul avancé et de comptabilité d'entreprise à des étudiants de première année riches et paresseux, leur facturant un taux horaire exorbitant juste pour pouvoir m'acheter mes manuels d'occasion et mes provisions de base. J'ai payé chaque heure de crédit, chaque plan de repas hors de prix et chaque vêtement de ma propre poche désespérément vide. Je conduisais une Honda Civic de 1998 dangereusement rouillée qui sentait perpétuellement le chien mouillé et la vieille moquette et qui tremblait violemment chaque fois que le compteur de vitesse atteignait 40 000 par heure. Je suivais chaque centime que je dépensais dans un petit carnet noir usé, absolument terrifié de déclencher des frais de découvert qui se transformeraient en cascade en ruine financière. Pendant ce temps, ma sœur Chloé a décidé que fréquenter le collège communautaire local, entièrement payé, était tout simplement trop stressant et étouffait sa créativité sans borne après un seul et unique semestre. Elle a abandonné sans plan de secours, sans emploi et sans se soucier du monde. Mes parents ont-ils exprimé leur déception? Ont-ils coupé sa généreuse allocation hebdomadaire? Lui ont-ils demandé de trouver un travail pour les rembourser? Absolument pas. Pour lui remonter le moral et l'aider à trouver son vrai chemin authentique dans la vie, mes parents sont allés chez un concessionnaire de luxe et lui ont acheté une Mercedes-Benz argentée flambant neuve. Ils ont complètement et volontairement ignoré ma lutte acharnée tout en finançant simultanément ses vacances somptueuses, ses vêtements de créateurs coûteux et une série d'entreprises esthétiques ratées. Comme une entreprise de fabrication de bougies de luxe et une boulangerie de friandises pour chiens biologiques qui se terminait toujours par une faillite totale parce que Chloé refusait de se lever avant midi pour les gérer réellement. J'ai tout regardé depuis la ligne de touche, ravalant le ressentiment amer et acide, me disant qu'une fois diplômé et réussi, je serais enfin libre d'eux. Le point de rupture absolue, le moment décisif, le dernier fil effiloché de la loyauté familiale s'est rompu de manière permanente, il y a 4 ans. Je venais de décrocher un poste de cadre intermédiaire très convoité au sein du réseau hospitalier d'entreprise. Je gagnais un salaire décent, remboursant agressivement ma montagne de dettes étudiantes et vivant dans un appartement modeste et raisonnable. Je gardais précieusement mes économies durement gagnées, construisant lentement les fondations de mon indépendance. Un mardi soir pluvieux,
Chloé s'est présentée à l'improviste à la porte de mon appartement. Son visage était strié de mascara qui coulait, ses yeux rouges, et elle sanglotait hystériquement. Elle s'est assise sur mon canapé bon marché et a raconté une histoire dramatique, déchirante et incroyablement détaillée sur la façon dont le moteur de sa voiture avait complètement grippé et était tombé en panne au-delà de toute réparation. Elle a prétendu qu'elle allait perdre son nouvel emploi prometteur dans une agence de relations publiques de luxe si elle ne pouvait pas se déplacer et qu'elle se noyait dans un désespoir absolu et une pauvreté imminente. Moins d'une heure après son arrivée, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. C'était Victoria et Arthur qui lançaient un voyage de culpabilité psychologique de haute pression, coordonné et implacable. C'est ta petite sœur, Maya, a plaidé ma mère, sa voix épaisse de fausses larmes manipulatrices. Tu gagnes tellement bien ta vie maintenant. Tu es assise dans un bureau chic et climatisé pendant qu'elle souffre. S'il te plaît, aide ta famille. Nous sommes un peu à court d'argent ce mois-ci à cause d'un mauvais investissement de ton père. Si tu lui prêtes juste l'argent pour acheter une voiture d'occasion fiable et sûre, elle promet de te rembourser par mensualité régulière. Elle a changé. Maya, sois la plus grande personne. Ne la laisse pas perdre ce travail. Contre tous mes instincts professionnels, contre toutes les sonnettes d'alarme de conformité et d'évaluation des risques qui sonnaient assourdissantes dans ma tête, l'enfant profondément traumatisé, en quête d'approbation et désespéré qui vivait encore en moi a cédé. Je me suis connecté à mon application bancaire sécurisée, j'ai ignoré les messages d'avertissement et j'ai transféré exactement 18 500 $ directement sur le compte courant de Chloé. C'était une somme énorme. C'était près de la moitié de toutes mes économies, de l'argent pour lequel j'avais saigné. Elle m'a serré dans ses bras, m'a remercié profusément et a promis sur sa vie que je verrais le premier versement de remboursement d'ici le 1er du mois prochain. Exactement 2 semaines plus tard, j'étais assise sur mon canapé de salon, mangeant une salade bon marché et faisant défiler Instagram sans réfléchir pour me détendre après une longue journée d'audit. Une photo est apparue sur mon fil principal. C'était Chloé. Elle ne se tenait pas fièrement à côté d'une berline Toyota d'occasion fiable et sensée sur un parking d'entreprise. Elle se tenait sur le pont blanc immaculé et brillant d'un immense yacht de luxe à Santorin, en Grèce. Elle portait un maillot de bain de créateur sur mesure, tenant un verre en cristal de champagne millésimé coûteux avec la mer Égée bleue brillante et à couper le souffle s'étendant à l'infini derrière elle. Le coucher de soleil peignait le ciel dans des tons d'or et de rose. La légende sous la photo disait « Je vis ma meilleure vie absolue ». Parfois, il faut juste se faire plaisir, échapper à l'énergie toxique du quotidien et trouver sa paix. J'ai senti le sang se vider rapidement de mon visage. Mes mains tremblaient physiquement de rage alors que je prenais une capture d'écran de la photo documentant la fraude. J'ai immédiatement composé le numéro de ma mère, ma voix tremblant d'un puissant mélange de fureur et de profonde trahison. J'ai exigé une explication. J'ai exigé le remboursement immédiat de chaque centime de mon argent. Victoria a laissé échapper un long soupir dramatique et incroyablement condescendant à l'autre bout du fil. Maya, s'il te plaît, ne sois pas si vindicative, mesquine et jalouse, a-t-elle dit, son ton passant instantanément de la mère suppliante à une dictatrice déçue. Chloé a été profondément déprimée ces derniers temps. Tu sais, elle lutte avec son anxiété mentale sévère. Elle avait besoin d'une pause pour guérir son esprit et se retrouver. L'argent est parti, ma chérie. Tu es une fille d'entreprise intelligente et capable. Tu peux toujours gagner plus d'argent. Tu as un excellent salaire. Laisse tomber. Ne gâche pas la paix et l'amour de cette famille pour des bouts de papier. Cet appel téléphonique a été le moment exact où la bonne fille est morte. C'était une mort froide, silencieuse et clinique. Je n'ai pas crié sur ma mère. Je n'ai pas lancé d'insultes. Je n'ai pas laissé de commentaires colériques et déséquilibrés sur les photos de vacances de Chloé. J'ai simplement raccroché le téléphone sans dire un mot de plus et je suis restée assise dans le silence écrasant de mon appartement. J'ai réalisé avec une clarté mathématique absolument terrifiante que mon succès professionnel et personnel ne serait jamais, jamais célébré dans cette famille. Il ne serait évalué que par l'efficacité avec laquelle il pourrait être récolté, extrait et remis pour financer les illusions sans fin de l'enfant en or. Je n'étais pas un être humain pour eux. J'étais un actif performant en attente d'être liquidé. Le lendemain même, j'ai pris un rendez-vous privé avec un thérapeute très recommandé et coûteux, spécialisé dans la guérison des abus familiaux narcissiques. J'étais complètement épuisé d'essayer constamment de gagner à un jeu truqué. Épuisé par le gaslighting incessant et quotidien qui me faisait douter de ma propre mémoire et de ma propre réalité.
Ma thérapeute a écouté mon histoire et m'a donné un conseil brillant qui a changé ma vie et qui a fondamentalement modifié ma façon de fonctionner dans le monde. Elle m'a dit d'arrêter de me disputer avec ma famille sur la base de l'émotion, car les narcissiques se nourrissent de réactions émotionnelles. Cela leur donne du pouvoir. Au lieu de cela, elle m'a dit de les traiter exactement de la même manière que je traite mon travail d'audit d'entreprise. Elle m'a dit de commencer à tenir un registre fantôme. Un registre fantôme est un enregistrement physique, indéniable et horodaté de chaque fois où j'ai été manipulé, sapé, verbalement abusé, trompé ou financièrement épuisé par ma famille. Il était destiné à me maintenir strictement ancré dans une réalité objective et indiscutable, afin que je ne sois plus jamais victime de leur manipulation lorsqu'ils me diraient inévitablement que je réagissais de manière excessive, que j'étais trop sensible ou que je me souvenais mal des choses. En tant qu'auditrice principale en conformité, j'ai naturellement poussé ce conseil psychologique à l'extrême. Mon registre fantôme était une feuille de calcul Excel hautement cryptée, à plusieurs onglets, enregistrée sur un disque dur externe sécurisé et protégé par un mot de passe. Il était formaté exactement comme un rapport de comptabilité d'entreprise légale. Il avait des colonnes strictes pour les dates, les horodatages exacts, les montants précis en dollars, les données de localisation et des preuves médico-légales jointes comme des captures d'écran et des fichiers audio. Il enregistrait méticuleusement les 18 500 $ volés pour le voyage en Grèce, classés strictement sous extraction financière frauduleuse. Il enregistrait les 23 fois vérifiées distinctes où j'avais été commodément oublié ou activement non invité aux réunions de famille élargies parce que ma présence professionnelle et mon indépendance rendaient Chloé inadéquate et stressée. Il enregistrait les dimensions, les comptes et les descriptions exactes du mur de photos dans l'escalier. À partir de ce jour, j'ai coupé complètement et impitoyablement le pipeline financier. La banque de Maya était fermée en permanence. J'ai cessé de payer pour les dîners de famille coûteux dans les steakhouse. J'ai cessé d'acheter des cadeaux d'anniversaire de créateurs extravagants pour gagner leur affection. J'ai cessé de répondre au téléphone le week-end quand je savais qu'ils voulaient une faveur ou du travail gratuit. Je suis devenu ce que les psychologues appellent un rocher gris, ennuyeuse, complètement insensible, dépourvu de réactions émotionnelles et entièrement inutile à leur programme parasite. Toute mon énergie, chaque once de mon esprit brillant et analytique, est allée entièrement à la domination de ma carrière et à la construction de mon propre empire. Ma concentration extrême sur ma carrière a porté ses fruits d'une manière que ma famille ne pouvait même pas commencer à comprendre. Au moment où j'ai eu 26 ans, j'avais négocié ma place de manière impitoyable et brillante pour gravir la raide échelle de l'entreprise. J'ai été officiellement nommée directrice principale des finances et de la conformité pour toute ma division régionale, un rôle qui s'accompagnait d'un stress immense, mais d'une rémunération extraordinaire. Je gagnais un salaire de base de 210 000 $ par an, plus d'énormes bonus annuels en actions basés sur la performance. J'ai vécu de manière incroyablement frugale, j'ai investi agressivement dans des portefeuilles diversifiés et j'ai construit une forteresse financière impénétrable autour de moi. Et puis j'ai acheté la maison de mes rêves. Ce n'était pas juste une maison. C'était une manifestation physique et imposante de mon indépendance et de ma survie. Un superbe domaine de 1 200 000 $ niché en toute sécurité dans un quartier calme, très boisé et exclusif. Il comportait d'immenses fenêtres du sol au plafond qui laissaient entrer la lumière naturelle, des plafonds hauts de 20 pieds, une cuisine de chef professionnel rénovée avec des armoires en noyer foncé et des comptoirs en marbre, et un magnifique jardin paysager tentaculaire. En raison de mon crédit impeccable et de mes immenses économies, je n'avais pas besoin de co-signataire. Je n'avais pas besoin de garant. Je n'avais pas besoin de la permission de mes parents. J'ai versé 250 000 $ en espèces sonnantes et trébuchantes et vérifiées, et la banque m'a joyeusement remis les lourdes clés en laiton. Contre mon meilleur jugement, une petite, persistante et pathétique partie de cet ancien espoir d'enfant m'a convaincu d'inviter mes parents pour un dîner de célébration quelques semaines après mon emménagement. Je pensais que peut-être, en voyant la preuve indéniable et imposante de mon travail acharné, en voyant cette magnifique maison que j'avais achetée entièrement par moi-même, cela les forcerait enfin à me respecter en tant qu'adulte égal et réussi. J'avais complètement et stupidement tort. Cela ne les a rendus que plus affamés et beaucoup plus amers. Ils ont franchi mes doubles portes en acajou sur mesure, leurs chaussures claquant sèchement contre les planchers de bois franc impeccables. Ils ont regardé les hauts plafonds, les luminaires importés coûteux et l'immense cheminée en pierre. Il n'y avait absolument aucune chaleur dans leurs yeux, aucune fierté, aucune joie. Il n'y avait que du calcul froid et une envie profonde. Ma mère n'a pas dit félicitations.
Elle n'a pas dit qu'elle était fière de la femme incroyable que j'étais devenue. Elle a croisé fermement les bras sur sa poitrine, a soupiré lourdement et a regardé mon magnifique salon avec une grimace de pure désapprobation. C'est un peu tapas accent grave-l'œil, tu ne trouves pas, Maya? A dit Victoria, sa voix résonnant durement dans le grand espace ouvert. Ça semble très froid, stérile et inutilement grand pour une femme seule. Honnêtement, je suis profondément inquiète de ce que ta sœur Chloé va ressentir quand elle verra cet endroit. Tu sais, elle vit actuellement dans un appartement d'une chambre, exigu et déprimant, avec Trevor, luttant pour payer le loyer. Elle va se sentir tellement incroyablement peu sûre d'elle, laissée pour compte et déprimée. Tu aurais vraiment dû penser aux sentiments fragiles de ta sœur avant d'acheter quelque chose d'aussi extravagant, arrogant et ostentatoire. Cela montre simplement un manque total d'empathie et de solidarité familiale. Mon père a grogné bruyamment en signe d'accord, inspectant agressivement un comptoir en marbre comme s'il cherchait désespérément des défauts ou des fissures à critiquer. De plus, les impôts fonciers et l'entretien d'un endroit aussi immense t'épuiseront en un an. Tu es complètement dépassée, ma fille. Tu ne sais pas gérer la vraie richesse. Je me tenais dans ma belle et parfaite cuisine, tenant un verre en cristal de vin coûteux et je ne ressentis absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de désir de discuter, juste le clic métallique lourd final d'une porte de coffre-fort se verrouillant de manière permanente. J'ai souri poliment, fini mon vin d'une longue gorgée et mentalement enregistré toute l'interaction toxique directement dans le registre fantôme. Cette nuit-là fut la toute dernière fois que je les ai volontairement laissés entrer dans ma vie ou que j'ai partagé des détails personnels avec eux. Au cours des 3 années suivantes, je les ai tenus à une distance stricte et fortement gardée. J'étais une île, une forteresse de conformité et de limites. Mais les narcissiques n'aiment pas les îles. Ils regardent une forteresse sécurisée, bien financée et paisible, et ils ne voient pas de frontières à respecter. Ils voient un défi à surmonter. Ils voient un actif inexploité attendant d'être conquis. L'événement qui a finalement poussé leur sentiment de droit dans le domaine de la criminalité réelle. L'événement qui les a poussés à tenter le vol ultime et le moment exact qui m'a donné l'occasion légale parfaite de détruire leurs illusions pour toujours, s'est produit exactement 3 jours avant qu'ils ne se présentent sur mon porche avec le camion de déménagement. C'était un mercredi soir calme. La vaste maison était parfaitement paisible, remplie uniquement du jazz doux et apaisant joué par mes haut-parleurs intelligents intégrés. J'étais dans ma cuisine spacieuse, en train de saisir un beau et épais morceau de saumon sauvage dans une poêle en fonte et de me verser un grand verre de vin rouge foncé coûteux. Je me sentais incroyablement victorieuse et profondément satisfaite de ma vie. Plus tôt cet après-midi-là, le siège social avait officiellement finalisé ma promotion à un échelon supérieur, assurant mon rôle et m'accordant une prime immédiate de 60 000 $ en actions. J'étais complètement à l'abri financièrement, au sommet absolu de mon jeu professionnel et profondément en paix dans le sanctuaire que j'avais construit. Soudain, mon téléphone a vibré agressivement contre l'îlot de marbre, faisant vibrer la lourde pierre. L'écran s'est allumé avec une notification du chat de groupe familial. J'avais l'habitude de garder ce chat spécifique en sourdine et archivé en permanence sur mon téléphone car il s'agissait principalement de Victoria envoyant des mises à jour sans fin. Frénétique et très exigeante sur la planification du mariage à venir de Chloé ou des photos d'arrangements floraux coûteux dont je me fichais et que je n'avais pas l'intention de payer. Mais cette fois, j'ai vu une pièce jointe audio. C'était un mémo vocal envoyé directement par Chloé. La curiosité professionnelle a eu raison de moi. Je me suis essuyé les mains sur un torchon, j'ai pris le téléphone et j'ai appuyé sur le bouton de lecture, m'attendant à l'entendre se plaindre d'un traiteur. Immédiatement, la voix stridente, surexcitée et légèrement nasillarde de Chloé a rempli ma cuisine silencieuse. Mais dans les 2 premières secondes, il est devenu terrifiant de clarté qu'elle ne me parlait pas à moi ni à nos parents. Elle enregistrait un message frénétique et bavard pour son groupe de discussion de demoiselles d'honneur, et dans sa précipitation habituelle et négligente, elle avait accidentellement cliqué sur le mauvais fil de contact sur son téléphone. « Oh mon Dieu, les filles, vous n'allez littéralement pas le croire », a crié Chloé à travers le petit haut-parleur du téléphone, complètement essoufflé d'excitation. Trevor et moi n'avons plus à louer ce petit appartement déprimant. Maman et papa viennent de m'appeler avec la meilleure nouvelle de tous les temps. Ils m'ont dit que nous emménageons dans le domaine massif de Maya ce week-end. Ils ont dit qu'elle y vit depuis assez longtemps à jouer à la maison et qu'il est temps pour une vraie famille d'utiliser la propriété. Maman va littéralement y aller samedi matin avec une équipe de déménagement pour mettre cette vieille fille ennuyeuse et égoïste à la rue. Je suis tellement excité que je pourrais crier. La première chose que je vais faire,
c'est arracher ces armoires de cuisine en bois sombre de mauvais goût et tout peindre en rose poudré. Nous allons organiser la fête de fiançailles la plus esthétique et incroyable juste au bord de sa piscine. Le mémo vocal s'est terminé par un cri aigu de pure joie. L'écran s'est éteint. Ma cuisine était silencieuse, à l'exception du doux grésillement de la peau de saumon dans la poêle chaude. Je n'ai pas laissé tomber mon verre de vin sous le choc. Je ne suis pas tombé à genoux en larmes. Je n'ai pas immédiatement appelé mes parents en hurlant dans une rage émotionnelle aveugle. Je suis juste resté là, complètement immobile, laissant le froid glacial envahir tout mon corps, en commençant par ma poitrine et en se propageant jusqu'au bout de mes doigts. Ce n'était pas juste une pensée jalouse passagère. Ils planifiaient activement, concrètement et méthodiquement de voler ma maison. Ils en discutaient dans mon dos comme si j'étais une simple squatteuse occupant illégalement leur propriété royale. Ils appelaient des entreprises de déménagement et organisaient la logistique. Ils traitaient la plus grande réussite financière de ma vie comme un jouet d'occasion qu'ils pouvaient simplement m'arracher des mains et donner à l'enfant en or simplement parce qu'elle avait fait une crise de colère à propos de sa situation de logement. Je me suis calmement dirigé vers la cuisinière, j'ai éteint le brûleur à gaz et j'ai repris mon téléphone. J'ai fixé l'écran. J'ai vu les 3 petits points de saisie gris apparaître en bas du chat de groupe. Chloé avait manifestement réalisé son erreur catastrophique. Une seconde plus tard, un message texte frénétique de ma mère est rapidement apparu sur l'écran. Maya, n'écoute pas ce message audio. Chloé est juste confuse, stressée par le mariage, et elle divague. Nous allions nous asseoir et avoir une conversation familiale polie et aimante avec toi à propos de l'arrangement de logement dimanche autour d'un brunch. S'il te plaît, ne réagis pas de manière excessive et ne sois pas dramatique. Nous t'aimons. Appelle-moi immédiatement. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Je n'ai pas tapé un seul mot de contestation. J'ai simplement fermé l'application de messagerie, je suis allé à mon bureau, j'ai démarré mon ordinateur portable et j'ai ouvert le registre fantôme. Le temps de fixer des limites émotionnelles polies était officiellement révolu. Ma famille était un passif à haut risque, et ils tentaient une prise de contrôle hostile de mes actifs. Il était temps de leur montrer exactement ce qui se passe quand on pousse une auditrice de conformité senior dans ses derniers retranchements. Mon esprit est passé entièrement en mode défense d'entreprise. Je devais construire un mur de preuves impénétrables. Si je les appelais maintenant et que je criais, ils nieraient simplement leurs intentions, me gaslighteraient, me diraient que c'était un malentendu et joueraient les victimes. La technique classique du Darvo, nier, attaquer et inverser la victime et l'agresseur. Je ne pouvais pas leur donner cette opportunité. J'avais besoin qu'ils s'engagent dans le crime. J'avais besoin qu'ils se présentent avec le camion de déménagement pour que je puisse les écraser avec tout le poids de la loi. J'ai passé les 2 heures suivantes à compiler un portefeuille impeccable et indéniable de documents juridiques et financiers. J'ai imprimé 36 mois de relevés bancaires certifiés montrant chaque paiement hypothécaire sortant de mon compte courant personnel. J'ai imprimé les documents de prêt originaux prouvant que je me qualifiais entièrement sur la base de mon propre revenu de $210 000. J'ai imprimé le reçu de virement bancaire pour la compte en espèces de $250 000. Et enfin, j'ai imprimé une copie certifiée de l'acte de propriété du comté, qui mentionnait exactement un nom comme unique propriétaire, le mien. J'ai placé tous ces documents dans un épais dossier en plastique rouge vif. Mais pourquoi pensaient-ils avoir le droit de la prendre ? Comment mon père pouvait-il dire avec confiance à un serrurier qu'il était co-signataire ? La réponse résidait dans la réécriture profondément délirante et narcissique de l'histoire. Il y a 3 ans, le jour où j'ai acheté cette maison, ma vieille voiture a eu un pneu crevé. J'ai commis l'énorme erreur de demander à mes parents de me conduire au bureau de la société de titres pour signer les derniers documents de l'entiercement. Ils se sont plaints pendant tout le trajet en voiture. Quand nous sommes arrivés, la réceptionniste à l'accueil leur a dit qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la salle de signature sécurisée. Cependant, elle leur a dit que s'ils signaient le registre des visiteurs dans le hall, ils pourraient se servir à la machine à café et à expresso gratuite pendant qu'ils attendaient. Mes parents ont signé un registre d'invités pour avoir du café gratuit. Je suis allé dans l'arrière-salle et j'ai signé une hypothèque d'1 million de dollars. Dans leurs esprits incroyablement déformés, suffisants et narcissiques, au cours de 3 ans, le souvenir de la signature d'un registre de visiteurs pour un latte à la vanille s'était transformé en la conviction ferme et absolue qu'ils avaient signé des documents légaux pour co-signer et garantir mon hypothèque. Ils croyaient vraiment que le fait de m'avoir conduite les rendait copropriétaires de mon domaine.
C'était un niveau de délire si profond que c'en était presque impressionnant. Mais le délire ne tient pas devant un tribunal, et il ne tient certainement pas face à une auditrice avec un dossier rouge rempli de reçus. Le piège était tendu. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un petit soutien des forces de l'ordre pour m'assurer que le marteau tomberait avec un impact maximal. Avant de passer à la partie suivante de l'histoire, je veux faire une petite pause pour discuter avec tout le monde. Pouvez-vous me dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est? Au fait, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Si vous êtes heureux, commentez l'heureux. Et si vous vous sentez un peu triste, laissez un « je me sens mal ». Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire ira et si elle peut vous remonter le moral en ce moment. Le lendemain matin, après avoir reçu ce mémo vocal catastrophique de Chloé, je me suis réveillé avant même que mon réveil n'ait eu la chance de sonner. Mon esprit était complètement clair, fonctionnant avec l'efficacité froide et précise d'une machine. J'ai sauté mon entraînement matinal habituel, j'ai enfilé un blazer d'entreprise bien coupé et j'ai attrapé mon lourd sac fourre-tout en cuir contenant l'ordinateur portable crypté et le dossier en plastique rouge vif. J'avais un appel téléphonique très spécifique à passer et une personne très spécifique à voir. J'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai fait défiler les noms de mes avocats d'entreprise et des membres de mon équipe de conformité. Je me suis arrêté sur un nom que j'avais enregistré depuis l'âge de 16 ans, le shérif David. J'ai rencontré David pour la première fois dans un camp de leadership pour les jeunes et de sensibilisation communautaire quand j'étais une lycéenne profondément peu sûre d'elle et épuisée. Essayant désespérément de construire un CV pour les bourses d'études universitaires afin de pouvoir m'échapper de ma maison. Il était alors un policier local, donnant de son temps comme mentor pour les adolescents à risque et en difficulté. Au fil des ans, il m'avait discrètement regardé grandir. Il a écrit mes lettres de recommandation pour l'université. Il a assisté à ma remise de diplôme universitaire alors que mes propres parents prétendaient être trop occupés par la crise mineure et fabriquée de Chloé, et il savait exactement combien de sang, de sueur et de larmes j'avais sacrifié pour arriver là où j'étais. Il était maintenant le shérif adjoint de tout notre comté, un homme qui commandait un respect absolu et incontestable. J'ai appelé son téléphone portable personnel. Il a décroché à la deuxième sonnerie et en 5 minutes, nous avions organisé une rencontre. Je l'ai retrouvé dans un restaurant tranquille et démodé à la périphérie absolue de la ville le jeudi matin. C'était le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle délavé, l'odeur persistante de graisse de bacon, et un café toujours bouillant. J'ai glissé dans la banquette en face de lui, commandé un café noir à la serveuse fatiguée, et attendu qu'elle s'éloigne. Puis, sans un seul mot de préambule dramatique, j'ai simplement poussé mon smartphone sur la table collante. J'ai appuyé sur lecture sur le mémo vocal. Le shérif David est resté assis en silence, ses grandes mains enroulées autour de sa tasse de café en céramique, écoutant la voix stridente et incroyablement arrogante de Chloé résonner depuis le petit haut-parleur. Il a écouté son plan détaillé pour voler ma maison, arracher ma cuisine et organiser une fête à mes frais. À la fin du mémo, j'ai vu sa mâchoire se contracter physiquement. Les muscles de son cou se sont tendus. Il a pris une gorgée lente et délibérée de son café et m'a regardé avec un mélange complexe de profonde colère et de profonde sympathie paternelle. « Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet, Maya ?» a-t-il demandé, sa voix incroyablement basse et remarquablement stable, bien que je puisse entendre le tranchant dangereux d'un officier de police protecteur en dessous. Je peux aller chez eux tout de suite et leur faire peur. Je peux frapper à la porte d'Arthur et lui dire que si lui ou ta mère met un seul pied sur ta propriété, je les arrêterai personnellement pour violation de domicile et harcèlement. Je peux mettre fin à ça aujourd'hui. Je l'ai regardé et j'ai lentement secoué la tête. Non. Si tu les préviens, ma mère va simplement pivoter. Elle jouera immédiatement la victime. Elle pleurera de fausses larmes, dira que tout était un terrible malentendu, et mon frère m'appellera un monstre pour avoir menacé nos propres parents avec la police. Ils déformeront agressivement le récit, et je serai la méchante, comme toujours. Ils n'apprendront jamais, et ils n'arrêteront jamais d'essayer de trouver une porte dérobée dans mes comptes. Je me suis penché en avant, posant mes bras sur la table, le regardant droit dans les yeux. Je veux qu'il ressente exactement ce que j'ai ressenti pendant 29 ans. Je veux qu'il se sente entièrement impuissant. Je veux qu'il se présente. Je veux qu'il tente activement le vol et ensuite je veux les écraser complètement avec une réalité juridique indéniable et concrète en plein jour. Le shérif David laissa échapper un souffle lent et appréciateur, un petit sourire sombre se formant sur ses lèvres. D'accord, tu es l'auditrice. Comment construisons-nous un piège infaillible?
J'ai fouillé dans mon sac fourre-tout en cuir et j'ai sorti l'épais dossier en plastique rouge. Je l'ai posé carrément sur la table et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait la préparation méticuleuse et obsessionnelle d'une directrice financière senior. Je lui ai présenté les 36 mois de relevés bancaires, les documents de prêt originaux et l'acte de propriété certifié du comté. J'ai expliqué l'histoire absolument délirante du registre des visiteurs de la société de titres et comment mes parents s'étaient convaincus que signer pour un café gratuit faisait d'eux des garants hypothécaires. Le shérif David a examiné attentivement les documents, ses yeux parcourant le jargon juridique. C'est à toute épreuve, a-t-il confirmé, fermant le dossier et me le faisant glisser. Ton nom est le seul sur cet acte. Ils n'ont absolument aucune base légale. Alors, ai-je demandé, en prenant une gorgée de mon café, serez-vous là samedi matin? Donne-moi juste le signal, gamine, a dit David, son ton résolu. Je garerai ma voiture de patrouille à 2 pâtés de maison, hors de vue. Quand ils passeront à l'action, je ferai tomber le marteau. Le vendredi soir est arrivé avec une immobilité étrange et lourde. Les prévisions météorologiques avaient annoncé un week-end anormalement froid, et je pouvais sentir le froid s'infiltrer à travers les vitres de mes immenses fenêtres de salon. J'ai passé toute la soirée à effectuer un balayage de sécurité approfondi et méthodique de ma propriété de 1 200 000 $. J'ai vérifié les caméras haute définition montées au-dessus du garage, du porche avant, du patio arrière et des portails latéraux. J'ai nettoyé les lentilles, je me suis assuré que les batteries de secours étaient complètement chargées et j'ai vérifié que l'enregistrement continu sur le stockage en nuage était actif et fonctionnait parfaitement. Je traitais ma maison comme un coffre-fort d'entreprise et ma famille comme un syndicat d'intrus hostiles. Une fois le périmètre technique sécurisé, je suis allé dans ma cuisine de chef et je me suis versé un grand verre d'eau pétillante. Je ne voulais pas d'alcool ce soir-là. Je voulais que mon esprit soit incroyablement vif, complètement libre de tout brouillard chimique ou d'adoucissement émotionnel. J'ai traversé les pièces calmes et spacieuses de ma maison, passant ma main sur les comptoirs de marbre frais et le bois riche et sombre de la table à manger. Cette maison était mon sanctuaire. C'était l'incarnation physique de chaque larme que j'avais versée, de chaque service humiliant que j'avais travaillé au restaurant, de chaque sol que j'avais lavé à 5 heures du matin et de chaque négociation d'entreprise impitoyable que j'avais gagnée. C'était à moi. Et les personnes même qui étaient censées me protéger, les personnes qui étaient censées célébrer mes victoires, étaient actuellement assises dans leur propre maison à quelques kilomètres de là, emballant avec enthousiasme des cartons et complotant pour tout m'enlever. Je me suis assise sur mon canapé en velours coûteux et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché le registre fantôme une dernière fois avant l'événement principal. J'ai parcouru les centaines d'entrées méticuleusement documentées. Les 18 500 $ volés, les vacances gâchées, les insultes subtiles sur mon poids, ma carrière, ma situation amoureuse, les demandes sans fin et suffocantes pour accommoder l'ego fragile de Chloé. J'ai réalisé à ce moment calme que je ne me préparais pas seulement à une confrontation juridique. Je me préparais à un enterrement. Demain matin, quand le soleil se lèverait, le concept de ma famille cesserait officiellement, légalement et définitivement d'exister. Il n'y aurait plus de dîner de Thanksgiving gênant. Il n'y aurait plus de cartes d'anniversaire passive-agressive. Il n'y aurait plus d'espoir qu'un jour il se réveille et réalise ma valeur. Cet espoir était un passif. Et en tant que directrice de la conformité, j'élimine les passifs. J'ai ressenti un profond et immense sentiment de deuil, mais ce n'était pas pour les parents que j'avais. C'était pour les parents que je méritais, mais que je n'ai jamais eus. J'ai pleuré la mère qui aurait dû être fière de ma promotion au lieu de comploter pour voler ma prime. J'ai pleuré le père qui aurait dû m'accompagner à l'hôtel un jour au lieu d'essayer de défoncer ma porte d'entrée. Je me suis permis de ressentir cette profonde tristesse creuse pendant exactement 10 minutes. J'ai regardé l'horloge. À 9 heures précises, j'ai fermé l'ordinateur portable, claquant le couvercle. La période de deuil était terminée. L'audit était complet. Le rapport final était écrit. Je suis monté, j'ai pris une longue douche chaude et j'ai mis mon pyjama en flanelle surdimensionné le plus confortable. Je suis monté dans mon lit king size, j'ai tiré la lourde couette sur mes épaules et je suis tombé dans le sommeil le plus profond, le plus reposant et le plus sans rêve que j'ai connu depuis plus d'une décennie. J'étais entièrement en paix parce que je savais que le piège était tendu. L'épreuve était insurmontable, et la fin était déjà écrite dans la pierre. Je n'avais qu'à attendre que le soleil se lève et laisser les voleurs entrer directement dans le coffre-fort. Cela nous ramène directement à samedi matin, debout sur mon porche d'entrée en béton froid.
Le piège était complètement déclenché, et le chaos absolu du moment était figé dans les airs. J'étais fermement dans l'embrasure de ma porte, tenant ma tasse de café, regardant le visage de mon père se contorsionner en un masque de rage pure et sans mélange. Il venait de menacer de défoncer ma porte à main nue si je ne m'écartais pas pour laisser les déménageurs entrer dans ma maison. Grady, le serrurier complètement terrifié, s'était entièrement éloigné du porche, refusant de commettre un crime pour une famille qu'il ne connaissait pas. Les 3 hommes costauds de l'équipe de déménagement observaient la dispute domestique qui s'envenimait avec de grands yeux, semblant très réticents à s'impliquer dans ce qui tournait clairement au cauchemar juridique. Je le jure devant Dieu, Maya, a rugi Arthur, faisant un pas lourd et agressif en avant, levant sa grande main et pointant un doigt tremblant et furieux à quelques centimètres de mon visage. Tu n'es rien sans nous. Nous t'avons tout donné. Tu vas t'écarter tout de suite ou je te déplacerai moi-même. Il a déplacé son poids, se préparant physiquement à me pousser violemment hors de l'embrasure de la porte. Mon rythme cardiaque n'a même pas augmenté. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas préparé à l'impact car à cette seconde précise, avant même que sa main ne puisse toucher mon épaule, le hurlement incroyablement fort, perçant et reconnaissable d'une sirène de police a violemment déchiré l'air calme de la banlieue matinale. Des lumières rouges et bleues brillantes ont clignoté intensément, se reflétant sur les grandes vitres de mon salon et peignant les côtés blancs du camion de déménagement dans un stroboscope de couleur d'urgence. Une lourde voiture de police noire du comté a tourné brusquement et agressivement dans ma longue allée. Les pneus lourds ont crissé contre l'asphalte alors que le véhicule se positionnait pour bloquer complètement le camion de déménagement, l'empêchant de reculer ou de quitter la propriété. La réaction physique de mes parents fut un chef-d'œuvre absolu de panique humaine. La couleur agressive et violente a instantanément et entièrement disparu du visage de mon père, le laissant d'une pâleur maladive. Il s'est figé en plein mouvement, sa main levée planant maladroitement dans l'air froid, sa bouche légèrement ouverte. Ma mère, Victoria, a laissé échapper un cri de terreur aigu et sincère, ses mains manucurées volant pour couvrir sa bouche. Les lourdes portes blindées de la voiture de police se sont ouvertes avec un bruit sourd, et le shérif David est sorti dans la lumière vive du matin. Il portait son uniforme officiel complet du comté. L'insigne argenté épinglé sur sa poitrine a capté la lumière du matin, brillant d'une autorité absolue et incontestable. Il a ajusté sa lourde ceinture, posant sa main nonchalamment près de sa radio, et a commencé une marche lente, délibérée et incroyablement imposante sur mon allée pavée. La simple présence physique d'un officier de police de haut rang a instantanément et fondamentalement changé la pression atmosphérique de toute la scène. L'équipe de déménagement, qui s'était appuyée contre son camion en attendant que le drame se déroule, s'est soudainement redressée, a jeté ses cigarettes sur l'allée et a commencé à reculer lentement et prudemment vers la cabine de son véhicule. Absolument personne ne voulait être complice d'un crime. Grady, le serrurier, a poussé un énorme soupir de soulagement audible. Il a littéralement laissé tomber son lourd sac à outils en toile sur le béton et a fait 3 grands pas en arrière de mes parents, levant légèrement ses mains calleuses en l'air, comme pour démontrer visuellement au shérif qui approchait qu'il était complètement désarmé. Entièrement non impliqué et très coopératif. Je suis resté appuyé contre le cadre de ma porte, prenant une autre gorgée lente et parfaitement synchronisée de mon café. Je n'ai pas dit un seul mot. Je n'en avais pas besoin. L'auditrice s'était retirée. Les autorités avaient pris la parole. Ma mère, cependant, a réagi exactement comme elle s'était entraînée à réagir pendant 3 décennies d'intenses manipulations psychologiques narcissiques. La femme déséquilibrée, hurlante et incroyablement arrogante d'il y a 2 secondes a complètement et entièrement disparu dans les airs. À sa place, la fausse mère de banlieue parfaitement polie et profondément concernée est réapparue comme par magie. C'était terrifiant de voir à quelle vitesse elle pouvait changer de masque. Elle a rapidement lissé le devant de son pull en cachemire coûteux, a forcé un sourire maternel chaleureux et légèrement embarrassé sur son visage pâle, et s'est avancée avec confiance pour intercepter le shérif David avant qu'il ne puisse atteindre les marches du porche. « Bonjour, officier », a dit Victoria, sa voix dégoulinant d'une douceur veloutée et exercée, tentant d'établir un faux sentiment de camaraderie. « Je suis vraiment désolé que vous ayez été appelé ici ce matin. Ce n'est vraiment qu'un stupide malentendu familial et émotionnel. Ma fille aînée, Maya, fait une petite crise parce que nous apportons quelques changements nécessaires à notre arrangement de logement familial. Vous savez à quel point la planification d'un mariage peut être incroyablement stressante pour les jeunes femmes et elle se sent un peu exclue et jalouse de sa sœur cadette. Nous avons juste besoin de quelques minutes pour la calmer et lui parler raisonnablement et nous vous laisserons tranquille. Il n'y a pas besoin d'intervention policière.
je vous l'assure. Le shérif David n'a pas rendu son sourire. Il n'a pas ralenti son pas délibéré. Il est passé juste à côté de sa main tendue jusqu'à ce qu'il se tienne directement entre mes parents et mon porche d'entrée, créant ainsi une barrière physique et légale massive me protégeant, moi et ma maison. Il a baissé les yeux sur ma mère avec des yeux aussi froids et impitoyables que la glace arctique. C'est shérif, madame, la corrigea-t-il, sa voix basse, grondante et complètement dépourvue de toute chaleur polie. Et je ne suis absolument pas ici pour un stupide malentendu familial. Je réponds directement à un signalement de vol de propriété en cours ainsi qu'à une tentative organisée d'expulsion illégale dans une résidence privée. Le faux sourire maternel sur le visage de ma mère a violemment tressailli, s'est fracturé, puis s'est lentement éteint. Vol de propriété, a-t-elle répété, sa voix se brisant légèrement, la panique commençant enfin à transparaître à travers son extérieur poli. C'est absolument ridicule. Nous sommes ses parents. Nous ne volons rien. Nous possédons cette maison. Nous transférons simplement la résidence à notre autre fille qui en a plus besoin. Mon père a bombé le torse, se plaçant à côté de ma mère pour présenter un front uni, essayant de retrouver son statut alpha perdu. Maintenant écoutez-moi bien, shérif, a tonné Arthur, essayant d'utiliser sa voix autoritaire de directeur de country club. La voix qu'il utilisait pour intimider les serveurs et les caddies de golf. Je n'apprécie ni l'accusation ni votre ton. Nous sommes des citoyens respectables et respectueux de la loi de cette communauté. Nous avons co-signé les documents financiers pour ce domaine il y a 3 ans. Nous avons tout à fait le droit légal de nous trouver sur cette propriété, et nous avons le droit absolu de changer les serrures de notre propre investissement. Ma fille est complètement déraisonnable, très irrespectueuse et gaspille de précieuses ressources policières. Je suis resté appuyé contre le cadre de ma porte, la tasse en céramique chaude dans mes mains. J'ai regardé le piège se refermer complètement. Le shérif David a lentement tourné la tête pour regarder mon père, son expression complètement illisible. « Vous avez co-signé les documents » a-t-il demandé calmement, donnant à Arthur assez de cordes pour se pendre. « Oui, absolument » a insisté mon père, hochant la tête agressivement, s'engageant pleinement dans le mensonge. Nous étions là à la société de titres. Nous avons signé les documents. Nous avons d'énormes capitaux propres dans cette maison. Le shérif David a lentement hoché la tête, faisant semblant un bref instant de prendre mon père entièrement au sérieux. Il a ensuite lentement mis la main dans la poche de poitrine de sa chemise d'uniforme sur mesure. « Eh bien, monsieur, » a dit le shérif David, son ton dangereusement poli. C'est incroyablement fascinant parce que j'ai personnellement consulté les registres légaux officiels du comté pour cette adresse spécifique hier soir afin de vérifier vos affirmations de capitaux propres. Il a déplié un épais document officiellement tamponné de sa poche. C'était l'acte de propriété certifié du bureau du greffier du comté, imprimé sur du papier cartonné. Il l'a tenu en l'air pour que le soleil brillant du matin illumine le sceau de l'État en relief. Selon les registres légaux officiels de ce comté, a commencé le shérif David, sa voix résonnant fort sur ma pelouse impeccable, s'assurant que l'équipe de déménagement et le serrurier entendent chaque mot. Ce domaine de 1 200 000 $ a exactement un propriétaire enregistré. Son nom est Maya. Il n'y a absolument aucun co-signataire. Il n'y a aucun garant. Il n'y a aucune partie secondaire répertoriée nulle part dans toute l'histoire financière de cette propriété. Le visage de mon père a viré à un cramoisi violent et explosif. La veine sur son front pulsait. « C'est impossible » a-t-il crié, perdant complètement son sang-froid professionnel. Les papiers sont faux. Le comté a fait une erreur. Nous y étions. Nous avons signé les papiers. Le shérif David n'a même pas scié à cette explosion de colère. Il a de nouveau mis la main dans sa poche et a sorti un deuxième morceau de papier. C'était le résumé de qualification hypothécaire que je lui avais donné au restaurant. Il l'a regardé, puis a regardé directement et de manière perçante mon père. « Monsieur, Maya s'est qualifiée pour cette hypothèque entièrement par ses propres mérites, » a déclaré David, sa voix sonnant avec une autorité indéniable. Son revenu de base vérifié en tant que directrice financière senior est de 210 000 $ par an. Elle a fourni un virement bancaire direct de 250 000 $ en espèces pour la compte. La banque n'avait pas besoin de votre signature car, très franchement, elle gagne beaucoup plus d'argent que vous et son crédit est impeccable. Le silence qui a suivi était d'une perfection à couper le souffle. On aurait pu entendre une mouche voler sur l'allée en béton. La bouche de ma mère était grande ouverte.
Elle ressemblait à un poisson haletant désespérément pour de l'air sur la terre ferme. Mais la meilleure partie, le joyau glorieux de ma vengeance soigneusement orchestrée, était ce que le shérif David a dit ensuite. De plus, a poursuivi David, un léger tranchant de moquerie se glissant enfin dans son ton professionnel. J'ai demandé à un détective de contacter la société de titres hier pour vérifier légalement vos affirmations de cosignature. Ils ont sorti leurs archives de sécurité pour le jour de la clôture. Voulez-vous savoir ce que vous avez réellement signé, monsieur? Mon père le fixa, complètement sans voix, l'illusion arrogante se drainant lentement de ses yeux, remplacée par une prise de conscience naissante et horrifiante. Vous avez signé le registre des visiteurs dans le hall d'entrée, a déclaré David platement, assénant le coup de grâce. La réceptionniste vous a demandé de signer un registre d'invités pour que vous puissiez boire le café gratuit pendant que vous attendiez dans le salon. Vous n'avez pas signé un contrat légal. Vous avez signé une feuille de présence pour un expresso gratuit. Et c'est entièrement sur la base de cette illusion que vous avez fait venir un serrurier pour entrer illégalement dans une maison sur laquelle vous n'avez aucune revendication légale. J'ai dû lever ma tasse de café pour cacher l'énorme sourire sincère qui se dessinait sur mon visage. L'humiliation publique pure et simple qui submergeait le visage de mon père était un chef-d'œuvre absolu. Il avait passé 3 années entières à maintenir ce pouvoir imaginaire et fabriqué sur ma tête, agissant comme un bienfaiteur généreux et bienveillant alors qu'en réalité, sa seule contribution à mon immense domaine était de boire une tasse de latte à la vanille gratuite. L'audit psychologique était terminé et il a été déclaré complètement en faillite. Victoria a complètement paniqué. La réalité de la situation s'est abattue sur elle. Elle a attrapé le bras d'Arthur, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant douloureusement dans sa chemise de golf. « Arthur, dis-lui qu'il a tort », a-t-elle sifflé désespérément, sa voix stridente et tremblante. « Dis-lui que c'est à nous. Fais quelque chose. » Mais Arthur ne pouvait pas parler. Le ballon massif et gonflé de son ego avait été violemment et publiquement crevé par une réalité juridique indéniable. Il a regardé l'acte officiel dans la main du shérif, puis a regardé le serrurier terrifié, et a finalement levé les yeux vers moi, debout en toute sécurité sur mon porche. Pour la première fois en 29 ans, j'ai vu une peur sincère et profonde dans les yeux de mon père. Il a finalement réalisé qu'il n'était plus le roi du château. Il était un pathétique intrus sur mes terres, à quelques instants des menottes. « Madame », a dit le shérif David, tournant sa lourde attention vers ma mère. Tenter de revendiquer la propriété d'un bien qui ne vous appartient pas et faire venir du personnel non autorisé pour forcer la sécurité de ce bien constitue une tentative de fraude immobilière et une expulsion illégale. Ce sont de graves accusations criminelles. Ma mère a reculé physiquement comme si elle avait été giflée. Crime, a-t-elle balbutié, les larmes lui montant soudain aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas les fausses larmes manipulatrices qu'elle utilisait toujours pour obtenir ce qu'elle voulait. C'étaient de vraies larmes de terreur absolue. Non, non, c'est ma fille. Elle ne porterait jamais plainte contre sa propre mère. Nous sommes une famille. Maya, s'il te plaît. Je suis enfin sorti de l'embrasure protectrice de la porte. J'ai lentement descendu les marches du porche, la brise froide du matin soufflant sur mon pyjama. Je me suis arrêté juste à côté du shérif David, regardant directement dans les yeux larmoyants et pathétiques de ma mère. Famille, ai-je répété, laissant le mot flotter dans l'air froid comme une mauvaise blague de mauvais goût. Une famille ne se présente pas à 8h du matin avec une perceuse robuste et un camion de déménagement pour laisser sa fille aînée sans abri. Une famille ne complote pas secrètement dans mon dos pour voler un domaine de 1 200 000 $ pour le donner à une jeune femme gâtée de 26 ans qui ne peut même pas payer son propre prêt auto. Vous avez cessé d'être ma famille au moment exact où vous avez décidé que ma vie n'était qu'un compte bancaire que Chloé pouvait vider. Avant même que mes parents ne puissent tenter de formuler une réponse, Grady le serrurier en avait vu et entendu plus qu'assez. Il a fermé la fermeture éclair de son lourd sac à outils en toile avec une vitesse frénétique et terrifiante. « Madame, monsieur » a-t-il dit, sa voix forte et agitée. « Je m'en vais. Je ne fais pas d'expulsions illégales, et je ne touche certainement pas à la fraude criminelle. Vous pouvez perdre mon numéro d'entreprise. » Il a pratiquement couru jusqu'à sa camionnette, a jeté son sac à l'arrière et a quitté mon allée en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte. Le chef d'équipe des déménageurs n'a même pas pris la peine de dire au revoir ou de demander son tarif horaire. Il a juste sifflé bruyamment, a fait un signe agressif à ses gars, et en 30 secondes, l'énorme camion de déménagement blanc sortait de mon cul-de-sac, laissant un épais nuage de gaz d'échappement dans son sillage.
Mes parents étaient complètement et absolument seuls, dépouillés de leur équipe de déménagement, dépouillés de leur serrurier et entièrement dépouillés de leurs illusions de grandeur. Le shérif David s'est avancé, posant nonchalamment sa main sur sa ceinture de service. Vous avez entendu la propriétaire, les amis. Je vous donne officiellement un avertissement verbal de violation de propriété. Si vous ne quittez pas cette propriété dans les 60 prochaines secondes, ou si vous remettez un pied sur cette allée sans autorisation écrite explicite, je vous ferai arrêter, menotter et incarcérer à la prison du comté avant le déjeuner. Nous sommes-nous bien compris? Mon père a attrapé le bras de ma mère. Il n'a pas dit un mot de plus. La défaite totale et écrasante dans sa posture était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Ils se sont retournés, ont marché dans un silence absolu et humiliant jusqu'à leur berline de luxe, et sont montés à l'intérieur. Je les ai regardés s'éloigner, les feux de freinage rouge clignotant alors qu'ils disparaissaient dans la rue. J'ai pris une profonde inspiration. La chaîne étouffante qui avait été enroulée autour de mon cou pendant 29 ans était enfin et définitivement brisée. Si vous avez déjà eu affaire à des narcissiques toxiques profondément enracinés, vous savez qu'ils n'acceptent jamais simplement la défaite, ne s'excusent pas et ne s'en vont pas pour vous laisser vivre heureux pour toujours. Le concept d'autoréflexion n'existe pas dans leur constitution psychologique. Lorsque les narcissiques perdent le contrôle total de leur victime principale, ils lancent immédiatement une campagne de diffamation vicieuse pour protéger leur propre ego fragile et retourner tout le monde contre vous. L'explosion de leur rage ne faisait que commencer. Les 2 semaines suivantes furent une véritable masterclass en guerre psychologique. Mes parents sont passés en mode de contrôle total des dégâts, déployant leur singe volant pour essayer de briser mes limites. Dès mardi, mon téléphone explosait de messages textes et de messages vocaux furieux de membres de la famille élargie qui ne connaissaient que la version déformée de l'histoire. Ma tante Marin m'a laissé un message vocal de 5 minutes me traitant de monstre froid, calculateur et sans cœur. « Comment as-tu pu appeler la police sur ta propre mère » sanglotait-elle de façon dramatique dans le téléphone. Elle est dévastée. Elle a eu une crise de panique. Chloé pleure tous les jours parce que tu as complètement ruiné son mariage de rêve. Tu es une fille égoïste et avide qui se soucie plus des briques et du mortier que de sa propre chair et de son propre sang. Mon frère aîné, David, m'a envoyé un énorme mur de textes, ignorant complètement le fait que nos parents avaient essayé de voler illégalement ma maison et me reprochant plutôt les retombées émotionnelles. Maya, tu dois arranger ça tout de suite. Papa boit trop et maman n'arrête pas de pleurer. Pourquoi as-tu dû les embarrasser devant les flics? Laisse juste Chloé utiliser la maison pendant 1 an jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Sois la plus grande personne pour une fois. Je n'ai pas répondu à tante Marin. Je n'ai pas répondu à David. J'ai simplement pris une capture d'écran des messages, enregistré les messages vocaux sur mon disque cloud sécurisé et les ai ajoutés au registre fantôme. Le silence les a rendus absolument fous. Mais ma mère, complètement incapable d'accepter qu'elle avait perdu la guerre et avait été publiquement humiliée, a commis une dernière erreur catastrophique et spectaculairement stupide. Elle a vraiment pensé qu'elle pourrait déjouer la loi. Exactement 18 jours après l'incident sur mon Porsche, le désespoir de Victoria a atteint son paroxysme. Le bail de l'appartement de Chloé était officiellement terminé, et elle n'avait nulle part où aller. L'humiliation de voir l'enfant en or potentiellement retourner dans sa chambre d'enfant était trop lourde à porter pour l'ego de ma mère. Alors, sans en informer mon père, Victoria s'est rendue au poste de police du comté. Elle s'est présentée directement à l'accueil, a exigé de parler à un détective des crimes financiers et a déposé une plainte officielle sous serment contre moi. Son histoire était complètement fabriquée de toutes pièces. Elle a officiellement affirmé que j'avais commis un abus financier envers une personne âgée. Elle a dit à la police qu'elle et mon père avaient généreusement payé l'acompte de $250 000 pour mon domaine en espèces pour m'aider à éviter les impôts, mais que j'avais frauduleusement modifié les documents de titre dans leur DOS pour retirer leur nom. Elle a exigé que la police m'arrête pour fraude et rende la maison à ses propriétaires légitimes. Ce que ma mère ne savait pas, et ce que son esprit arrogant n'aurait jamais pu anticiper, c'est que l'univers a un sens de la justice ironique incroyablement profond. L'officier chargé de prendre sa déclaration était le détective Gannon. Et il se trouve que le détective Gannon était la jeune recrue que le shérif David avait personnellement formée 5 ans auparavant. Le shérif David avait déjà informé tout le commissariat de la tentative d'effraction de ma famille. Il avait déposé un rapport d'incident très détaillé, complet avec les vrais registres du comté, mes états financiers et la note hilarante sur le registre des visiteurs de la société de titres. Tout mon dossier se trouvait directement dans la base de données actives du commissariat.
Le détective Ganon a laissé ma mère parler pendant 45 minutes ininterrompues. Il lui a offert un mouchoir quand elle a fait semblant de pleurer. Il a hoché la tête avec sympathie pendant qu'elle tissait sa toile complexe de mensonges. Et quand elle a eu complètement fini et a fièrement signé son nom au bas de la déclaration sous serment officielle et juridiquement contraignante, Ganon a fermé le dossier et a fait tomber le couperet. « Madame » a dit Ganon en se penchant sur le bureau en métal. « Avez-vous un seul reçu de virement bancaire, un courriel ou un contrat légal prouvant que vous avez payé les 250 000 $? » Ma mère a reniflé. « Non, nous l'avons payé en espèces. C'était un accord verbal, mais je suis sa mère. Vous devez me croire. » Le détective Ganon a cessé de sourire. Il a affiché le rapport d'incident du shérif David sur son écran d'ordinateur et a tourné le moniteur pour que ma mère puisse le voir. « Je ne vous crois pas, Victoria, » a dit Ganon, sa voix baissant d'une octave. « Parce que j'ai le virement bancaire vérifié du compte courant personnel de Maya. J'ai l'acte de propriété certifié et j'ai le rapport indiquant que vous avez tenté une expulsion illégale sur la base d'un registre de visiteurs de café. Ce que vous venez de faire, c'est signer une déclaration légale sous serment contenant des mensonges vérifiables pour lancer une enquête criminelle contre une partie innocente. Déposer une fausse plainte de cette ampleur est un crime de classe C. Vous tentez d'utiliser ce service de police pour commettre une fraude immobilière. » Ma mère a commencé à hyperventiler. Elle a supplié de déchirer le papier, mais Ganon a refusé. Il lui a dit qu'en faveur du shérif David, il ne la mettrait pas aux menottes ce jour-là, mais que si elle ou quelqu'un de sa famille me contactait à nouveau, il se rendrait personnellement chez elle pour l'arrêter. Victoria a pratiquement sprinté hors du poste de police, terrifiée. Les répercussions de la visite désastreuse de ma mère à la police, à la limite du crime, étaient loin d'être terminées. Les ragots dans notre petite ville de banlieue interconnectée se propagent plus vite qu'un feu de forêt. Parce que ma mère avait provoqué une scène de pleurs massive dans le hall public du commissariat avant d'entrer dans la salle d'interrogatoire, les gens ont entendu exactement ce qu'elle essayait de faire. Et inévitablement, ce ragot profondément embarrassant a atteint Trevor, le fiancé de Chloé. Trevor n'était pas un mauvais garçon, mais il venait d'une famille très pragmatique et réaliste, et il travaillait dans le secteur financier. Quand il a entendu des rumeurs crédibles selon lesquelles sa future belle-mère était menacée d'accusations de fraude criminelle pour un différend immobilier bizarre, il a commencé à poser des questions très inconfortables et directes. Il a fait asseoir Chloé et a exigé une transparence financière totale et absolue avant qu'il ne se marie. Il a demandé à voir sa véritable code de crédit et ses vrais relevés bancaires, pas seulement la version esthétique de sa vie sur Instagram. Chloé, complètement piégée et incapable de se sortir par la manipulation émotionnelle de données financières dures et indéniables, a finalement craqué et tout avoué. La vérité était absolument horrible. Sans mes renflouements financiers constants au fil des ans, Chloé vivait entièrement grâce à d'énormes dettes. Elle avait secrètement accumulé plus de 90 000 $ de dettes de cartes de crédit à taux d'intérêt élevés. Elle avait contracté de nouvelles cartes de crédit prédatrices juste pour payer les soldes mensuels minimum des anciennes, finançant entièrement son style de vie d'influenceuse somptueux, ses vêtements de créateur et ses vacances avec de l'argent imaginaire. Elle pensait honnêtement qu'elle pourrait tout cacher en emménageant dans mon domaine d'1 million de $, en vivant complètement sans loyer, et en laissant Trevor rembourser lentement ses dettes cachées une fois qu'il serait légalement marié. Quand Trevor a réalisé qu'il était sur le point d'épouser un trou noir financier et que la belle et luxueuse maison qu'elle lui avait promise était en réalité un fantasme criminel volé, il a fait ses valises le soir même. Il a annulé le mariage, a complètement rompu les fiançailles et a déménagé dans un autre état pour prendre un nouvel emploi. Chloé était absolument dévastée. Sans le revenu de Trevor pour la soutenir, et sans ma maison à voler, elle n'avait absolument nulle part où aller. Elle a été forcée de déménager tous ses vêtements de créateur coûteux, son maquillage de luxe et sa dette massive dans le sous-sol humide et non fini de nos parents. Pour commencer à rembourser ne serait-ce que les paiements mensuels minimums de sa dette de 90 000 $, elle a dû ravaler sa fierté et prendre un emploi pour le service épuisant du matin dans un café de chaîne locale. L'enfant en or faisait enfin l'expérience du monde réel, dur et impitoyable, et elle détestait chaque seconde. Quant à moi, cela fait 6 mois depuis le matin où ils se sont présentés sur mon porche avec un camion de déménagement. Je suis assise sur ma terrasse arrière en ce moment. Le soleil se couche, peignant le ciel de teintes orange et violettes brillantes et a coupé le souffle. Le domaine de 1 200 000 $ est complètement et magnifiquement silencieux, à l'exception du son doux des carillons éoliens captant la brise du soir et de la respiration douce et rythmée d'un énorme berger allemand de sauvetage de 90 livres nommé Duc.
qui repose actuellement sa lourde tête sur mes genoux. Je l'ai adopté il y a 3 mois. Il est farouchement loyal, incroyablement chaleureux, et il m'aime inconditionnellement, quelque chose que ma famille n'a jamais su faire. Les gens disent toujours que l'ADN fait automatiquement de vous une famille. Ils disent qu'il faut pardonner et oublier les abus parce que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais j'ai appris à la dure que le respect, l'honnêteté et la protection de sa propre paix durement gagnée valent infiniment plus qu'un code génétique partagé. Laisser tomber la culpabilité profondément ancrée d'être la bonne fille a été la partie la plus difficile de tout ce voyage. Mais garder ma maison, la manifestation physique et imposante de ma survie et de mon travail acharné, a été le plus grand cadeau que je me sois jamais fait. Mon registre fantôme est fermé en permanence et ma vie est enfin la mienne.